D'accord. Ok, vous m'écoutez maintenant normalement, non? Un titre un peu indicatif, tout simplement. Donc, qui est transformer vos applications temps réel en utilisant Kafka. Donc, dans ce cours, ce qu'on va voir, on va donner un aperçu de Kafka, sa procédure d'installation, son fonctionnement, et puis on va voir comment on peut lancer Kafka à partir d'un service Linux. On va tout de même créer une application à partir de Kafka. Donc on va créer notre première application avec Kafka. On va voir comment déployer et manager notre cluster Kafka. Donc, ce que je vais dire d'entrée de jeu, c'est que Kafka ici, c'est une technologie qui va nous permettre de gérer des volumes de données, des volumes importants de données. Et généralement, c'est pour des applications temps réel. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on met devant, c'est qu'on a besoin d'avoir des applications qui sont à mesure de répondre immédiatement. Donc, des applications où vous n'envoyez pas une requête aujourd'hui, vous attendez peut-être demain, vous attendez 2-3 minutes, 1 heure de temps. Donc, on a besoin des applications temps réel. Et donc, pour résoudre ces problèmes de temps réel, on peut le faire. On peut faire appel à la technologie Kafka. Donc, par exemple, sur l'image que vous voyez ici, c'est une image qui illustre un scénario qui peut être gênant. Donc, nous avons par exemple un client qui envoie, supposons qu'on est dans une application, on a un client qui envoie une requête au serveur et le serveur doit faire une autre tâche. Le serveur doit envoyer un mail avant de renvoyer la réponse au client. Mais ce qui se passe sur cette image, c'est que le serveur essaye d'envoyer le mail et l'envoi du mail échoue. Et on voit que le serveur essaye à 3 reprises d'envoyer le mail, l'envoi du mail échoue avant de notifier le client. Donc ça a été défini de telle sorte que l'application ici a été définie de telle sorte qu'il faut absolument que l'envoi de mail se fasse d'abord avant de notifier, d'envoyer une notification au client. Et là c'est mauvais pourquoi? Parce que on se retrouve dans une situation où un client a envoyé sa requête, il y a eu un problème sur le serveur et puis il n'est même pas au courant, il est là, il attend, il ne sait pas s'il va avoir une réponse ou s'il ne va pas avoir de réponse. Donc ça crée comme ça des situations de blocage et ces situations de blocage engendrent des pertes de temps. Ça engendre des pertes de temps énormes et là on peut donc avoir des applications qui ne sont pas performantes, qui ne sont pas en mesure de gérer un grand volume de données. Et donc, si on suppose que vous avez 1000 utilisateurs ou bien si vous êtes suffisamment célèbre et qu'un tel scénario arrive sur votre application, vous comprenez immédiatement ce que vous allez perdre. Vous avez vu, WhatsApp et Facebook sont restés indisponibles quelques heures. Ça a pénalisé tout le monde. Chacun se disait que ma connexion ne donne pas, mon téléphone est gâté. Et pourtant, c'est souvent dû à cette forme de gestion de données des applications. Voilà, donc, pour résoudre le problème mentionné précédemment, on peut utiliser donc la technologie Kafka. Ici, Kafka se base sur 2 composants principaux. Le premier composant, c'est une file d'attente et le deuxième composant, c'est un système de traitement de données. Donc, vous allez voir une file d'attente là et vous allez voir un système de traitement de données. Donc, ici, qu'est-ce que ceci matérialise? C'est tout simplement pour dire que lorsque le client va envoyer sa requête, la requête va arriver au niveau du serveur. Le serveur va insérer sa requête dans la file d'attente. Et maintenant, le système de traitement de flux qui sera mis en place va tout simplement chercher les données dans la file d'attente, les traiter et puis réinsérer les résultats dans la file d'attente. Et dès que les résultats sont disponibles, le serveur peut récupérer ces informations pour notifier le client. Donc ici, vous voyez sur cette image, on matérialise le fait que
Donc, on fait une certaine séparation. On fait une certaine séparation, par exemple, entre les deux fonctionnalités-ci. La fonctionnalité qui est censée peut-être faire des manipulations de la base de données et celle qui est censée faire l'envoi de mails. Donc, quand on sépare comme ceci, ça veut dire que le service qui est censé faire des modifications dans la base de données ne dépend plus fortement du service qui fait l'envoi des mails. Ce qui fait que si le serveur a inséré sa requête dans la file, le service qui est chargé de manipuler la base de données va venir récupérer les informations et faire les modifications qu'il faut sans être obligé de faire d'abord l'envoi de mail. Donc supposons que quand quelqu'un s'enregistre sur votre site web, on envoie d'abord un mail à l'administrateur qu'on envoie d'abord un mail à l'administrateur. Vous voyez que ça c'est un processus. Si vous définissez votre processus tel que j'ai expliqué, vous aurez un processus séquentiel. Quelqu'un s'enregistre et puis on envoie d'abord un mail à l'administrateur. Dès que le mail part chez l'administrateur, avant de répondre, avant de donner la notification à l'utilisateur, c'est un problème. Donc ici, avec ce fonctionnement, ce qui se passe c'est que on va envoyer le mail, quelqu'un va s'enregistrer. Il y aura un service qui sera en charge de stocker ces informations dans la base de données. Dès que le service a stocké ces informations dans la base de données, le service va maintenant rendre disponibles les données qui permettent au système de traitement de flux de faire l'envoi, en fait au service de mail de faire l'envoi de mail. Donc là, on a une application plutôt asynchrone. Donc on a un mode de fonctionnement asynchrone. Ici, le mode de fonctionnement n'est plus synchrone comme on a vu précédemment. Parce que ce qu'on a vu précédemment, c'est qu'il fallait tout faire avant de renvoyer la réponse. Or, ici, le mode de fonctionnement est asynchrone. On utilise une file d'attente. C'est quand les données sont disponibles dans la file d'attente qu'on procède au traitement des données. Voilà. Donc, pour illustrer encore ce que je suis en train de dire de manière concrète, c'est quoi? Aujourd'hui, les applications ne se déploient plus seulement dans un seul serveur, comme vous avez l'habitude de le faire. Une même application peut être déployée sur plusieurs serveurs, de façon distribuée. Donc, quand l'application, généralement, c'est pour des besoins de performance, c'est pour des besoins d'efficacité, c'est pour des besoins de résilience, la résilience aux pannes et tout et tout. Donc, quand une application quand on déploie par exemple une application sur plusieurs serveurs, ce qui se passe c'est que si jamais il y a un problème dans le système, allô monsieur Kouemou? Allô? Bonjour monsieur Kouemou. Ok, bon, nous on avait déjà commencé, on va juste continuer. C'est bon? Oui, monsieur. Voilà, ok. Donc, je disais que aujourd'hui les applications ne se déploient plus seulement, on ne déploie plus seulement une application dans un seul serveur. On peut déployer une application sur plusieurs serveurs. Donc, imaginons qu'un problème survient. Dans l'application, c'est-à-dire l'application par exemple ne fonctionne plus ou il y a une fonctionnalité qui est bloquée. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est qu'il faut analyser les logs. Par exemple, ici on a 3 serveurs, une application qui fonctionne avec 3 serveurs, qui est déployée sur 3 serveurs et chaque serveur génère des logs. Donc, s'il y a un problème dans le système, il va falloir parcourir les logs de chaque serveur pour pouvoir trouver où est le problème. Donc, imaginons que votre application est déployée sur 10 serveurs ou sur 20 serveurs et pour peu qu'on vous dise que l'envoi de mail ne donne plus, il vous faut parcourir les 20 ou 30 serveurs là, parcourir les logs des 20 ou 30 serveurs au fur et à mesure pour réussir à résoudre le problème. Là, ça va être très compliqué.
Ça, c'est très compliqué. Donc, vous ne pouvez pas parcourir les serveurs de manière séquentielle. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ce que vous pouvez faire, maintenant, vous pouvez donc utiliser Kafka pour résoudre de tels problèmes. Donc, avec la file d'attente, le composant file d'attente et un système de traitement de données, comme je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, vous voyez qu'en implémentant une file d'attente, ce qui va se passer, c'est que les logs, vous pouvez donc réussir à faire une agrégation de données en récupérant tous les logs venant des différents serveurs au niveau de la file d'attente. Et lorsque les logs sont disponibles au niveau de la file d'attente, le système de traitement de flux peut donc faire le traitement sur les données de la file d'attente pour fournir une agrégation des logs ou pour analyser ces logs-là et nous fournir et détecter les erreurs ou faire d'autres analyses. Donc, voici un peu un exemple qui illustre ce qu'on a dit précédemment. Bon, maintenant, supposons qu'on a une application qui fonctionne sur la base de ces composants que vous voyez ici. On a environ, je vois environ 10 composants, c'est-à-dire l'application fonctionne sur la base de l'interaction de ces composants. Donc, on voit ces composants, il y a des composants qui produisent des données et envoient à d'autres composants. En fait, il y a si on les appelle des services, il y a des services qui produisent des données et ils envoient ces données-là à d'autres services. Donc, il y a des services qui attendent des données, il y a ceux qui produisent des données. Donc, quand vous regardez une telle architecture, cette architecture peut être compliquée et cette architecture peut générer des tonnes de messages pour rien. Donc, une telle architecture peut être simplifiée vraiment en utilisant, une fois de plus, en utilisant encore Kafka. Donc, si nous simplifions en utilisant Kafka, nous pouvons réussir à simplifier cette architecture comme vous êtes en train de voir là. Donc, en mettant ici, maintenant, vous voyez, on va mettre Kafka au milieu. On aura donc des services qui produisent des données. Donc, des données qui seront produites, on va les envoyer dans le système Kafka. Et maintenant, des services qui utilisent les données, dès que les données seront disponibles, ces services-là vont récupérer les données et les traiter. Donc, vous voyez qu'avec ça, l'architecture est beaucoup plus simplifiée par rapport à ce qu'on a vu précédemment. Donc, maintenant, nous allons passer à l'installation. Donc, on a beaucoup parlé de Kafka. Maintenant, il faut qu'on voie comment on l'installe.